va être aussi attiré par la promesse de gain. Je vais sur tel ou tel type de placement, même si je n'y connais absolument rien, mais parce que potentiellement, je peux peut-être faire du x5, x10 ou x20 sans vraiment prendre conscience aussi des risques derrière. Aujourd'hui, dans Argent Compté, je reçois une femme qui s'est donné une mission très claire. Aider les femmes à faire enfin de l'argent un allié plutôt qu'un sujet d'angoisse. Ça, il y avait 2 enjeux pour moi. À moyen terme, court moyen terme, mes enfants études, et plutôt long terme, et ça c'est un énorme enjeu pour les femmes entrepreneurs, la retraite. Il y a beaucoup de femmes aussi, ça je le constate, et encore une fois je l'ai vécu aussi, qui restent muettes devant leur conseiller financier. Elles se sentent bêtes. C'est ce que je qualifie de honte financière. Les cryptos, j'ai toujours eu du mal à percevoir assez de création de valeur, en fait, à mon sens. Mais je me souviens, petite fille, j'étais à table et ma mère a dû déboucher une bouteille, ou je sais pas, en disant « Ça y est, on a fini de rembourser le prêt ». À un moment donné, j'avais fait des études de cas sur investir dans des Legos, investir dans du rhum. Si une femme écoute cet épisode et qu'elle ne change qu'une seule décision financière dans les 12 prochains mois, quelle décision pourrait vraiment changer sa vie dans 10 ans ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Argent Compté, je reçois une femme qui s'est donné une mission très claire. Aider les femmes à faire enfin de l'argent un allié plutôt qu'un sujet d'angoisse. Christelle Mossac n'a pas toujours travaillé sur ces questions. Pendant longtemps, elle était cadre contractuel dans la fonction publique. Et puis un événement très concret a tout changé, un divorce. Lorsque son avocate lui demande simplement de faire l'état des lieux de son patrimoine et de ses perspectives de retraite, elle réalise qu'elle ne sait finalement presque rien de ses finances. Et ce déclic va transformer sa trajectoire. En 2017, elle crée un nouveau tournant avec une idée simple. Aider les femmes qui ont relégué leurs finances au second plan à reprendre le pouvoir sur leur argent, sans culpabilité et sans injonction, à devenir millionnaires. Depuis, elle a accompagné plus de 120 femmes, organisé un sommet qui a réuni près de 600 participants, donné des formations, des conférences, et elle publiera le 19 mars son livre « Argent et entrepreneuriat au féminin, comment sortir des montagnes russes financières ». Un livre qui parle d'argent, bien sûr, mais surtout de sécurité, de liberté et de souveraineté. Bonjour Christelle. Bonjour Caroline. Merci d'être là. Un grand plaisir aussi pour moi. Je suis très heureuse de vous accueillir. C'est un sujet, les femmes et la gestion de leur patrimoine, qui m'intéresse à titre personnel forcément depuis longtemps, à titre professionnel également, puisque dans Anaxago, depuis 15 ans, on a conseillé, je crois, un peu moins de 20 000 clients. Et j'oserais pas dire combien de ces clients sont des clientes, parce que c'est trop peu. Je suis moi-même l'exemple du cordonnier mal chaussé. Mais je propose qu'on explore ça ensemble. Et la première question que j'avais envie de vous poser, qu'est-ce que ça veut dire ne rien savoir de ses finances ? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là où vous dites je ne sais rien de mes finances ? C'est vraiment venu effectivement au moment du divorce, quand on m'a demandé d'être au clair sur mes chiffres. Et c'est là où je me dis, ok, en fait, ça fait quand même longtemps que tu investis en immobilier. Oui, c'est ça. Vous disiez que vous aviez... L'investissement immobilier, c'est quelque chose que vous faisiez depuis un moment. Depuis au moins 20 ans, en fait. J'ai commencé jeune, à 25 ans. D'accord. Je l'ai fait de façon assez spontanée, parce qu'à l'époque, on était, on va dire, insouciants. Quand je dis on, j'étais avec mon fiancé. Et on n'avait pas forcément aussi on n'avait pas d'éducation financière. C'est drôle de dire on était insouciants alors qu'on commence à investir. Ouais, mais c'est vrai, et je préfère le dire parce que à cette époque-là, comme on avait peu de responsabilités entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'enfants, peu de charges, et je l'ai pris. Et je pense que ça a été aussi aidant. Je l'ai pris comme un jeu. Je me suis dit bon, j'ai pas grand-chose à perdre. Alors peut-être un peu d'économie évidemment, mais je l'ai pris sous l'angle du jeu et plutôt qu'un enjeu. Et ça m'a aidé en fait à me lancer, alors qu'à cette époque-là, 25 ans, c'est vrai, on est jeune. Moi, je n'étais pas entourée ni d'entrepreneurs ni d'investisseurs. Mes parents ne l'étaient pas. D'accord. Du côté de mon compagnon, pareil. Et on avait plutôt beaucoup de croyances limitantes autour de nous, beaucoup de personnes qui nous indiquaient qu'on allait faire une belle connerie en investissant. C'était de prendre des risques, en fait. Oui, c'était exactement. De se mettre en danger, financièrement, qu'on était trop jeunes pour le faire, qu'on allait tomber sur des locataires qui n'allaient pas nous régler, et qui allaient sans doute détériorer notre logement. Enfin bref, on a eu le droit à beaucoup de choses et en fait, on ne s'est pas dégonflé. On est quand même allé. Et je me souviens du jour d'ailleurs où j'ai négocié avec l'agent IMO. Là, j'étais toute seule, il fallait que je fasse un choix. C'était un studio en plein cœur de Paris. Et pareil, là, je l'ai pris sous le signe de je vais m'amuser, je vais proposer un prix, on verra si ça passe, et c'est passé. Donc un peu de légèreté dans le process. Ouais, vraiment. Maintenant, quand j'ai réinvesti 20 ans plus tard,
Non, 15 ans plus tard, c'était plus du tout pareil. J'avais changé, j'avais 2 enfants, j'avais beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de charges, beaucoup plus peut-être de peur aussi quelque part. J'ai l'impression en devenant parent, on se met beaucoup de choses en fait sur les épaules. On a moins de temps aussi. Oui, je pense qu'on se projette aussi dans mettre ses enfants à l'abri, Ouais, pas faire d'erreurs. c'est ça. Ok. C'est là, on le fait. C'est vrai que là, on a peur de faire des erreurs pour les autres, alors que finalement, si ça ne nous concerne que nous, on sait qu'on va rebondir, on va y aller. Bon. Et c'est vrai que 15 ans plus tard, quand on s'est relancé un peu plus activement dans l'investissement locatif, là, j'ai pris un peu plus de temps. D'accord. Donc Ok. voilà, c'est venu vraiment au fur et à mesure. Donc vous étiez déjà investisseur et malgré ça, un jour vous vous dites, bah, en fait, je suis pas au point. C'est-à-dire que y a quoi, c'est pas de plan pour la retraite, Ouais, c'est c'est exactement ça. En fait, j'avais jamais pris le temps. À ce moment-là, j'avais 42 ans. J'avais jamais pris le temps de regarder mon relevé de retraite, en fait. Alors, je l'avais peut-être sans doute reçu à 40 ans. Je crois que c'est à partir de cet âge-là qu'on commence à recevoir des courriers de notre caisse de retraite. Mais j'avais jamais vraiment voulu regarder, un peu comme une autruche. Enfin, on fait l'autruche avec nos chiffres. Bah, là, c'était en l'occurrence avec ma retraite. Et et là, l'avantage d'un divorce, effectivement, et d'avoir un intermédiaire qui nous oblige à mettre le nez dans nos chiffres, ça a été un gros déclic en me disant, OK, là, c'est ce à quoi je peux prétendre avec les règles du jeu actuelles, hein, de la retraite, parce qu'en plus, Il y a une incertitude il y a une assez incertitude. puissante là-dessus, oui. Voilà. Donc à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Mais en me replongeant déjà, en embrassant en fait ces chiffres et aussi mes placements financiers, parce qu'on en avait avec mon mari, mais je m'en étais jamais vraiment occupée non plus. J'étais très au fait hein, sur ce que j'avais au niveau de mes livrets d'épargne, mais tout ce qui pouvait être assurance vie notamment, enfin, c'était quelque chose d'assez nébuleux que j'avais relégué à mon mari et puis aux conseillers financiers aussi, et surtout d'ailleurs. D'accord. Oui, vous aviez un conseiller financier, Mm. un conseiller bancaire qui s'occupait de Oui, faire et assureur, on en avait plusieurs, ouais, Ok, tout à fait. d'accord. Mais c'était pour moi inaccessible, c'était des termes très techniques, barbants, et aucun sens. En fait, je n'y voyais aucun sens, aucun intérêt, en fait. Et j'y suis allée parce qu'on m'avait dit que c'était bien de le faire, D'accord. mais sans plus. Alors, c'est rigolo, encore une fois, parce que j'ai perçu de l'intérêt à investir en immobilier, mais je pense que ça me parlait plus parce que c'est la pierre, voilà. Oui, c'est tangible. C'est tangible, En réalité, exactement, ouais. quiconque a lu récemment une proposition de banque privée, on en parlait avec mon mari ce week-end, Mhm. qui m'a dit, écoute, un tel m'a envoyé la proposition de sa banque, et il dit, même moi, je ne sais pas quoi choisir. Mhm. En fait, tout est tellement compliqué, c'est-à-dire que, enfin, lui, c'est son métier. Mm. Il dit, je ne sais pas quoi choisir, je ne comprends pas. Je comprends rien à ce qui est proposé. Les produits sont tellement compliqués. Mm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je pense que déjà, c'est pas évident en banque parce qu'il y a une standardisation des produits qui est essentielle pour eux, pour adresser une clientèle qui est très large. Et derrière, c'est vrai que c'est difficile de. On a tendance à dire que nos investissements vont enrichir la banque, que les taux sont assez peu élevés. Enfin, ça reste des placements sans risque. Donc, même si ces dernières années, ça a un peu plus rapporté que ça ne l'avait fait auparavant, je comprends tout à fait. Moi, je me reconnais tout à fait dans. J'aurais plutôt tendance à conseiller. J'en ai parlé avec ma sœur récemment qui voulait investir dans un club deal sur un Hexago. Mm. Et j'ai plutôt tendance à dire, ou même avec une copine qui dit, ah, j'aimerais bien commencer à investir avec un Hexago et tout. Je dis, écoute, d'abord, tu me remplis ton livret A, tu me remplis ton PEL, tu te fais l'épargne de sécurité. Et ensuite, tu commences à te dire, je vais mettre un petit peu d'épargne vesquée, tu fais appel à ta capacité d'endettement, etc. Ouais. Je- Ouais, je pense qu'on est un peu pas. pris entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a un côté où on va avoir un profil assez prudent en investissant, comme nos aïeux ont pu le faire, une sorte de loyauté familiale en fait, hein, à investir livret A, on connaît, PEL à la rigueur, enfin bref, tout ce type de placement sécurisant. Assurance vie aussi, surtout, parce qu'on nous en a beaucoup parlé. Il y a le terme aussi, assurance vie, assez sécurisant. Le terme en tant que Bien tel, sûr. on assure notre vie. Donc, du coup, bon, englobant. Donc, il y a une part de nous qui va consciemment ou inconsciemment, par loyauté notamment, vers ce type de placement. Et puis de l'autre,
on va être aussi attiré par la promesse de gain, en fait. Et là, se dire, moi, je vais sur tel ou tel type de placement, même si je n'y connais absolument rien, mais parce que potentiellement, je peux peut-être faire du x5, x10 ou x20 sans vraiment prendre conscience aussi des risques derrière. Donc, c'est ce que je perçois en tout cas. Souvent, on va être un peu balancé, ballotté entre ces deux Oui, profils. entre se sécuriser et se dire Ouais, comment je fais pour que mon argent travaille aussi dur que moi. exactement. Et donc, et c'est vrai que même chez nous, les clients qui mettent des très grosses sommes sur des projets qui rapportent 9%, in fine, si vous regardez à l'année, c'est pas des montants qui sont colossaux. Mais ça fait partie ça fait partie des rares supports où il y a quand même. Ouais. On est un peu passé la vague des cryptos là. Genre les gens se Oui, détendent un petit peu. oui, c'est vrai. Alors Totalement. que fut un temps où Ouais. c'était quand même un vrai sujet. Ouais. Au niveau des cryptos, ouais, alors moi, c'est un actif sur lequel ça ne m'a jamais vraiment appelé. J'y suis allée par curiosité, insouciance, encore une fois, il y a quelques années, et j'ai jamais vraiment perçu, pour moi, dans ma manière d'investir, l'intérêt d'y aller. Sans doute parce qu'il y a peut-être le côté moins tangible que la pierre. Et je pense que effectivement, le fait d'investir en immobilier, derrière, c'est parce que je sais que je vais abriter, loger quelqu'un qui en aura besoin. Et peut-être potentiellement, ça peut être mes enfants plus tard, mes descendants, etc. Le fait d'investir en bourse, quand j'ai compris l'utilité aussi d'investir en bourse, de pouvoir soutenir des entreprises qui ont du sens pour moi, pareil, pour moi, ça devient tangible. Les cryptos, mais encore une fois, c'est ma seule vision, hein. J'ai toujours eu du mal à le rendre, à percevoir assez de création de valeur, en fait, à mon sens. Donc, voilà, sur cette partie-là, sur cette classe d'actifs, je n'y suis pas allée. Moi, je me suis toujours dit que c'était un truc de fin du monde, les cryptos. Vous Mmh. savez, en cas de. Je me Ouais. suis toujours dit, tiens, si vraiment un jour il se passe un truc cata, il n'y a plus de gouvernement, il faut avoir un peu de crypto de côté pour le marché noir de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ouais. Bah, il y a le côté, pour moi, comme j'ai un profil à aimer la diversification, et d'ailleurs, c'est ce que je prône auprès de mes clientes, c'est diversifier pour mieux vous sécuriser aussi, pour mieux vous protéger. Bah, les cryptos, là, ça a son sens, effectivement. Mais après, c'est toujours important de pondérer et que ça Bien soit sûr. pas, voilà, une partie importante de son portefeuille. Ouais. Ok. Et donc, il y a ce wake-up call de où en suis-je? Expliquez-moi un petit peu à quel moment, comment vous tournez vers la création de nouveaux tournants. Ah, vers l'entrepreneuriat, du coup. Ouais. C'est venu avant le wake-up call, en fait, hein, avec l'avocate, parce que là, j'étais déjà plongée dans l'entrepreneuriat. D'accord. Ouais, j'étais déjà plongée, mais le wake-up call, comme on peut le définir, ça a été plus sur la partie boursière. D'accord. Où là, je me suis dit, OK, maintenant, je vais vraiment comprendre comment nos placements fonctionnent. Quelles sont les coulisses, en fait? Et au fait, j'investis sur quoi depuis tant d'années, en fait? Sur quelle entreprise? Et les supports, ça permet quoi? Donc, je me suis vraiment plongée. Et j'ai tellement aimé à un moment donné, enfin, encore une fois, c'est parce que j'ai relié spécifiquement, notamment par rapport à la retraite et aux études des enfants aussi. Ça, il y avait 2 enjeux pour moi. Ouais. À moyen terme, court moyen terme, mes enfants études, et plutôt long terme, et ça, c'est un énorme enjeu pour les femmes entrepreneurs, la retraite. Ouais. Parce que là, on va être effectivement extrêmement fragilisé. Et la retraite, pour moi, bah, je l'avais quelque part déjà préparée avec l'immobilier, mais avec un divorce. Les cartes sont rebattues. Donc, en me disant, OK, t'es entrepreneur, l'immobilier, on va voir si tu continues ou pas. C'est pas forcément évident, surtout quand tu deviens maman solo. Est-ce que tu peux réinvestir? On ne sait pas. Par contre, sur la partie bourse, qu'est-ce que tu peux faire avec l'existant? Qu'est-ce que tu peux faire de nouveau que tu n'as pas fait, en fait? Et à partir de là, vraiment, je me suis plongée. J'ai compris le principe de l'effet cumulé, des intérêts composés, des ETF, on m'en avait parlé depuis tant d'années, mais j'avais pas vraiment pris le temps de m'y intéresser. Et j'ai relié mes placements financiers, la bourse, avec l'entrepreneuriat, en fait. La passerelle, je l'avais pas encore faite. Et comme je suis entrepreneur, je me dis, mais ça a tellement de sens d'investir dans la bourse, parce que j'investis dans des entreprises aussi, auprès de confrères, et peut-être de femmes aussi, et peut-être d'entreprises qui ont aussi des valeurs
que j'entretiens aussi de Ouais. mon côté. Donc à partir de là, quand la connexion s'est faite, ça a été beaucoup plus facile voilà, de m'y intéresser, de m'y plonger et de le faire, surtout d'agir D'accord. différemment. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans Nouveau Tourment? C'est de l'accompagnement de chefs d'entreprise? Ouais, Et ça vient sur quel volet? ouais. En fait, j'accompagne. Alors, chef d'entreprise, j'ai un peu tiqué sur le terme parce que c'est vrai que je les qualifie comme bon, des entrepreneurs de tous bords, on va dire, mais en tout cas des femmes qui sont qui ont envie de reprendre en main leurs finances, qui, comme moi, en fait, sont passées par OK, j'ai fait longtemps l'autruche avec mes chiffres. Alors, j'ai pas forcément fait l'autruche avec les finances d'une façon générale, parce qu'une femme, elle a toujours eu les cordons de la bourse, on va dire, c'est-à-dire à gérer le budget de la famille. Ça, elles savent faire. Mais encore une fois, le côté dynamique, impulser une nouvelle dynamique sur leur placement, créer de la richesse, ça, c'est autre chose, c'est un autre volet. Donc, c'est pour moi un volet, à travers mon accompagnement, c'est de les aider à reprendre confiance en elles, D'accord. à travers justement tout le volet éducation financière, leur rendre accessible un monde qui jusqu'alors leur paraissait lointain et plutôt effrayant même pour certaines. C'est se dire, j'avance avec beaucoup d'incertitudes. Quand on est entrepreneur, c'est l'objet de mon livre, hein. Il y a l'effet montagne russe financière. On ne sait pas du tout comment notre chiffre d'affaires va évoluer d'un mois à un autre. Même pour certaines personnes, on n'a quasiment pas de trésorerie. Beaucoup de femmes ne se rémunèrent pas en France. Donc, comment on peut maintenant voir les choses autrement au niveau de ses finances et en faire vraiment un allié, alors que pendant longtemps, on en a fait plutôt un adversaire ou en tout cas un inconnu jusqu'à maintenant, quoi. Oui, j'allais dire une flemme, pas une flemme, mais un manque de temps. Enfin, il y a tellement de Ouais, choses à gérer quand on est entrepreneur, qu'on essaye de maintenir un business à flot, etc. ouais. Euh, Alors, pour moi, c'est une excuse, en fait, le manque de temps. En tout cas, même pour moi, maintenant, je dis plus je n'ai pas le temps, c'est que je décide que je n'ai pas le temps, je ne prends pas le temps. C'est remettre vraiment un peu le pouvoir en moi, c'est j'ai décidé que ça n'était pas ma priorité. Euh, et à partir de là, on se dit, OK, bon, peut-être que j'ai décidé que c'était pas ma priorité les finances parce que j'avais des enfants à m'occuper, à éduquer, ma famille, mon entreprise sans doute et plein d'autres choses. Mais à un moment donné, je décide de reprendre le temps, en fait. Et à partir de là, une fois qu'on décide, c'est beaucoup plus facile de se former, d'y aller. On trouve toujours le temps. Et on peut se former. Maintenant, avec tout ce qu'on a sur Internet, on peut largement... mais c'est juste qu'on n'a pas décidé jusqu'à un moment de prendre le temps. Et on ne décide pas de prendre le temps aussi parce qu'on n'y trouve pas, encore une fois, d'intérêt, d'envie. Bah non. Si j'y trouve vraiment de l'intérêt, de l'envie à investir, là, je vais me débrouiller pour trouver du temps, ça c'est évident. Mais tant que le lien ne se fait pas, le sens, on ne le trouve pas, on n'y va pas. donc, comment est-ce que vous vous êtes formé, vous? Et c'est quoi les secrets de la méthode de votre côté pour que ça ait de l'intérêt? Ah, je me suis beaucoup formée dans le domaine du coaching, du développement personnel, et j'ai compris une chose qui a été vraiment pour moi un énorme déclic, inspiré de la méthode de John DeMartini, c'est de relier nos priorités hautes, nos valeurs intrinsèques, notre système de valeurs, c'est-à-dire ce qui est important pour nous, à la partie financière. Je m'explique. On a tous en fait comme un GPS intérieur, comme vous, peut-être que vous, je sais pas, ça peut être les voyages, les formations, les amis, la famille. Enfin, chacun en fait a ses priorités. Et c'est arrivé à faire la passerelle avec l'argent, en fait. En quoi, moi par exemple, l'une de mes priorités, c'est les voyages. J'adore voyager, c'est vraiment une passion. Et en quoi le fait de voyager va me permettre, en quoi le fait de valoriser ses finances va me permettre de plus voyager. Ok. L'une de mes autres priorités, ce sont mes enfants. En quoi le fait aussi de prendre soin de mes finances va être intéressant, enfin, va être un bénéfice, voilà, pour mes enfants. Peut-être que ça peut leur apporter une certaine forme d'éducation financière. Pour moi, c'est aussi le fait de prendre soin de mes finances, de valoriser comme je ne l'ai encore jamais fait, de m'y plonger, de m'éduquer. Ça va me permettre de léguer
non seulement un héritage matériel à mes enfants, mais aussi un héritage immatériel en termes de connaissances et de compétences financières. Donc c'est vraiment arriver à faire le lien avec ce qui est important pour nous, avec tout ce domaine financier, si on l'a mis jusqu'à maintenant de côté. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile d'y trouver du sens, justement. Oui, effectivement, ça rend les choses très tangibles. Ouais. Par exemple, là, comme je disais tout à l'heure, le voyage, c'est l'une de mes passions. En quoi le fait de préparer ma retraite, je peux faire le lien avec les voyages. Je m'imagine pas une vie de retraité sans voyage, en fait. C'est pas possible, en fait. Enfin, pour moi, ça serait triste. Et après, ça peut être des voyages aussi près de chez soi. C'est pas forcément des gros voyages, mais peu importe. Pour moi, il y a ce côté nourrir le côté exploration que j'aime vraiment, qui m'anime. Donc, en quoi le fait justement de préparer ma retraite dès maintenant va me permettre ensuite de pouvoir mener une vie de retraité où je pourrais explorer la France et en dehors, quoi. D'accord. Donc ça, vous levez les premiers types de blocages, on va dire, Mm. avec cette passerelle entre les Ouais. passions, les valeurs Exactement, et l'argent. c'est ça. Une fois que ces freins-là, enfin, en tout cas, que ces freins-là sont levés, Ouais. qu'est-ce que vous proposez Ouais. C'est déjà d'être au clair sur ses finances. Ok. Déjà de voir juste, OK, vous en êtes où, en fait? Qu'est-ce que vous avez? Faire vraiment l'état des lieux et ensuite agir. Commencer à agir, Ok. en fait. Alors, en agissant, évidemment, ça demande à se préparer, à comprendre un petit peu tout l'univers. Si c'est sur la partie boursière, tout ce qui est possible d'activer. Si c'est sur la partie entrepreneuriale, si c'est sur la partie immobilière. Enfin bref, évidemment, il y a une partie formation. Mais surtout, ce en quoi je crois, c'est sur la partie action. Et action, c'est inspiré du monde du développement personnel. Je crois en la méthode des petits pas. C'est-à-dire que le fait juste d'agir, mais à petite dose, juste par exemple mettre en place un livret A, en fait, pour des personnes qui n'ont même pas de livret A, il y en a, hein. Des femmes aussi qui n'ont pas forcément leur propre compte personnel, parce que conjoint depuis des années et voilà. Donc vraiment les amener sur des petites actions et petit à petit, le fait, par exemple, d'ouvrir un PEA, OK, c'est quoi un PEA? À quoi ça sert? Comment je projette? En quoi ça peut me servir à court, moyen, long terme? Alors souvent, moyen, long terme, on va pas se le cacher. Et ensuite, concrètement, comment je fais pour investir, en fait? Et comment même je peux investir moi-même de façon autonome? Et je trouve qu'à chaque fois, quand on commence à mettre les pieds dans le bain, on va dire ça comme ça, à chaque fois, il y a un déclic qui s'opère. Ces femmes, ces hommes aussi, mais les femmes que j'accompagne, elles comprennent qu'elles sont capables d'agir par elles-mêmes, d'investir par elles-mêmes, de décrypter l'économie par elles-mêmes, de choisir en fait, d'avoir une nouvelle grille de lecture. Ça, c'est important parce tout à l'heure, on parlait de taux. Et pour beaucoup, des taux, ça ne veut rien dire, en fait. C'est quoi un bon placement? Qu'est-ce qu'il faut obtenir comme taux? Est-ce que c'est du 5%, du 10%? Quelqu'un m'a proposé du 20%, du 30%? Enfin, ça peut être complètement déconnecté, en plus, de la réalité. Donc, les amener vraiment à une nouvelle grille de lecture et à partir de là, elles prennent vraiment confiance en elles, en fait. Pour moi, c'est ça moi, ce qui m'importe le plus, c'est que ces femmes, elles soient autonomes et qu'ensuite, elles décident avec un conseiller en gestion de patrimoine aussi, hein, c'est soit le faire par elles-mêmes ou soit de s'aider de conseillers financiers. Mais là, elles savent poser les bonnes questions. Et c'est ça qui change tout, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi, ça je le constate, et encore une fois, je l'ai vécu aussi, qui restent muettes devant leur conseiller financier. Elles se sentent bêtes et elles n'osent pas. En fait, souvent, tout cas, moi, je peux que le constater. Il y a un sentiment de honte, de ne pas savoir, de se dire comment j'ai pu arriver jusqu'à cet âge-là et ce niveau de revenu sans m'y intéresser. Ouais. C'est jamais évident. Ouais. Que très souvent, on se rend compte que la situation est assez commune, en réalité. C'est ce que je qualifie de honte financière. On n'en parle pas du tout, mais c'est tellement le cas. Et on n'ose pas dire qu'on n'avait pas les connaissances jusqu'à maintenant. Et du coup, on ne sait rien et on n'ose pas demander. On n'ose pas poser des questions par peur justement de se sentir aussi bête, en fait, hein. Donc,
Après, il y a aussi des personnes qui peuvent être très condescendantes, hein, donc elles peuvent aussi avoir vécu des moments qui n'ont pas, voilà, qui ne les ont pas forcément aidées pour avoir la bonne posture aussi. Oh, c'est très possible. Ouais, Ouais. ouais. C'est pas forcément. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire en fait d'avoir accès à autant de connaissances, autant de formations accessibles sur les différents sujets. Enfin, c'est Ouais. devenu quand même très, très transparent, Ouais. l'investissement aujourd'hui. Mm. Il n'y a pas une barrière à l'entrée dingue sur la gestion de patrimoine. En témoignent tous les business qui sont actuellement en train de se lancer sur C'est vrai. sur ces sujets-là. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet. Moi, ça m'avait fait un peu, pas tiquer, mais ça m'a attiré l'œil, le concept de leadership financier. Mm. C'est exactement ça, en fait. Ouais. C'est prendre le temps de se poser sur quelque chose. Mm. Je sais plus qui avait dit ça, mais une fois que vous avez lu 10 bouquins sur un sujet, vous en savez plus que 90% de la population sur C'est vrai. ce sujet-là. Et c'est très vrai. Moi, je le ressens beaucoup avec l'intelligence artificielle. Dès qu'elle Mm. passe Mm. une trentaine d'heures sur un sujet, en réalité, on voit que Ça va vite, hein, maintenant. on maîtrise tous les contours. Je dirais pas du tout ça, Mm. mais on peut apprendre plein de choses. Totalement, ouais. Il y a la connaissance et puis moi, je sais que ce qui m'a aidée, c'était de côtoyer aussi des investisseurs. Quand j'ai réinvesti, plus massivement, on va dire, vers 35 ans, dans une ville que je ne connaissais pas, Lyon, parce que je venais voilà, de débarquer, je me suis aidée de milieux, enfin, en tout cas d'investisseurs qui étaient déjà en place, qui connaissaient déjà la ville, qui avaient aussi les bons carnets d'adresses. Bon, à l'époque, il y avait peut-être 80-90% d'hommes, mais c'est pas grave. Là, je me suis affranchie de ça. Et ils ont été adorables et j'ai pu bénéficier de beaucoup d'aide, de soutien. Et ça m'a aidé aussi à me dire, à voir que c'était possible en fait. Ouais. Que c'était possible. Alors là, c'était sur la partie immobilière, mais c'était possible de faire autrement que ce que j'avais pu faire il y a longtemps, qu'on pouvait générer du cash flow à l'époque, et que même en tant que femme, c'était possible. Donc le fait de changer aussi, enfin de changer, en tout cas de s'entourer de nouvelles personnes qui vont vous apporter une nouvelle vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement, c'est très soutenant aussi, hein. Je pense que pour moi, c'est très lié à l'entrepreneuriat. Parce que je trouve que c'est rare que les investisseurs se soutiennent, à moins les bandes de potes, vous savez, qui investissent Ouais. ensemble. On en a beaucoup sur la plateforme, Mm. qui sont soit dans des véhicules communs, soit dans des. Mm. Qui gèrent leur fortune à plusieurs. Mais je me rappelle quand on a monté la plateforme au tout début, les gens disaient non, mais pas du tout, je vais jamais conseiller à mes potes. Enfin, j'ai peur qu'il n'y en ait plus pour moi, quoi. Mm. C'est des petits formats d'investissement, mais je pense que le fait de partager, de travailler ensemble, pour moi, c'est beaucoup plus lié à l'entrepreneuriat et ce qui rend votre concept plus intéressant, parce Ouais. que il y a les finances de l'entrepreneur, c'est quand même un vrai sujet. Mm. Peut-être que ce seront eux les mieux lotis dans 40 ans au moment de la retraite. Ouais. J'espère. J'espère parce il y a une grosse prise de risque, hein, chez les entrepreneurs, donc on avance souvent à l'aveugle et on ne bénéficie pas de beaucoup d'aides, notamment le chômage, en fait. Donc c'est vrai que c'est d'être justement, on va dire, rémunéré à hauteur du risque aussi qu'on prend, quoi. Donc, mais bon, ça c'est encore un sacré sujet. Ouais, mais c'est vraiment passionnant. C'est ce qui m'a alpagué un peu dans ce que j'ai lu sur vous, c'est que sur ce type de discours, très souvent, enfin, il y en a plein, hein, vous les connaissez aussi bien que moi, il y a un peu les promesses de gagner 100 millions en quelques jours, faites un ARR à 6 chiffres. J'ai une ancienne collègue que j'adore qui s'est lancée dans la direction des opérations à temps partagé et qui, du coup, a suivi un cours d'influenceur LinkedIn sur ces trucs-là. Alors, j'ai aucun doute Mhm. sur le fait que ce soit une des meilleures directrices des opérations à temps partagé que vous puissiez vous offrir, clairement, parce qu'elle est extraordinaire. Ouais. Mais parfois, je vois passer ses posts et je me suis dit, tiens, c'est tellement pas dans sa personnalité. Mm. Et on sent les discours un petit peu, si vous suivez ma formation, vous allez gagner tant d'argent, Ouais. ou les influenceurs qui vous promettent. Je comprends pas, en fait, que ce discours fonctionne autant chez les gens, alors que le sujet de la finance, enfin, c'est trop beau pour être vrai, on le sait, c'est évident.
Je comprends pas que ça fonctionne. Sur la partie entrepreneuriale, au niveau Oui, rémunération, ouais, chiffre d'affaires. entrepreneurial ou même influenceur finance, quoi. Ouais, ben, encore une fois, je pense que c'est le côté Eldorado, c'est la promesse du gain facile et rapide, hein. C'est notre mental aime entendre ça. Donc on va forcément aller plus sur ça qu'une personne qui aura une posture beaucoup plus prudente et qui dira aussi la réalité des faits. Bon, je pense que petit à petit, ça commence à changer et en tout cas, moi, ma façon de voir les choses, c'est qu'effectivement, jamais, au grand jamais, je vais indiquer à des personnes, à des entrepreneurs ou à des femmes vous allez devenir millionnaire dans mon accompagnement, en fait, ça. Par contre, pour moi, ce qui est important, c'est qu'encore une fois, elles prennent confiance, cette autonomie financière qui les aidera, j'espère, à développer un véritable matrimoine derrière et à créer aussi un héritage si c'est leur souhait. Voilà, c'est ça qui m'importe. Peu importe le chiffre. Et le chiffre ne veut rien dire. Il y a un exercice que je fais Ouais. systématiquement à mes clientes, c'est le calcul de la valeur pas de la valeur, si, je le fais aussi, mais c'est la calcul de la vie idéale annuelle. Voilà. Et ça, c'est D'accord. génial, cet Qu'est-ce que c'est? exercice. En fait, je les amène à réfléchir alors, c'est vraiment une projection. Quelle est cette vie idéale annuelle que vous aimeriez mener? Alors, après, il faut juste définir le timing. Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Pour certaines personnes, elles ont envie de se projeter sur la retraite. Puis il y en a d'autres, c'est plutôt à court, moyen terme, 5-10 ans. OK. À partir de là, c'est budgété, en fait. C'est budgété, OK, en termes de logement. Quel est idéalement le lieu où tu aimerais vivre, en fait? Est-ce que c'est une maison ou dans quelle ville? Est-ce que c'est en bord de mer? Enfin bref, vraiment se projeter. Alors là, Ok. ça demande Ouais. C'est un à vrai enlever, exercice. ouais, mais ça demande vraiment à se définir. défaire un peu du mental pour dire non mais arrête de rêver. Donc les amener vraiment à se projeter sur tout ça, sur le lieu, sur leur quotidien aussi. Est-ce que tu as envie de continuer à voyager? Combien de voyages par an? Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de week-ends où tu partirais? Est-ce que tu as envie d'avoir un coach sportif à domicile? Allez, fais-toi plaisir en fait. Donc dressons cette vie idéale Les annuelle. massages du visage tous les Exactement, voilà, exactement. Pour moi, c'est les formations. J'adore me former tout le temps, tout le temps. Donc, je me dis, OK, bah, on va se prévoir aussi un bon budget formation. Mais bref, donc, calculer ça sur un an, en fait, et combien cette vie idéale, elle se chiffre. Et franchement, j'ai fait cet exercice, donc, auprès d'une centaine de femmes. À chaque fois, j'ai toujours eu des chiffres qui n'ont jamais excédé les 100 000 par an. C'était souvent du 30 000, 40 000, 50 000. Bon, ça dépend des situations, des contextes de chaque personne. Mais à chaque fois, il y a un soulagement pour se dire ah, ok, en fait, finalement, c'est pas une vie de millionnaire, entre guillemets. C'est pas complètement délirant et c'est possible. Alors là, c'est vraiment de mettre quelque part des chiffres qu'on n'a jamais vraiment voulu poser parce qu'on reste un peu dans l'imaginaire. Et juste se dire, bon, ok, les chiffres, voilà. Et grosso modo, cette vie idéale, elle te coûterait tant. Et ça allège beaucoup parce que là, du coup, on lâche toutes les attentes qu'on a pu avoir, tout l'imaginaire, tout le côté fantasme d'une vie hors norme qui vaut des millions, et de se dire, bah, finalement, ma vie idéale, à moi, par rapport à mes valeurs, elle s'élève à temps, et à partir de là, évidemment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mener cette vie? Mais c'est très rassurant de faire cet exercice-là, et voilà, parce qu'on voit que c'est accessible, c'est à notre portée. C'est hyper intéressant, hein. Ouais, C'est ça aide. ouais, ah bah, j'imagine. Bah, c'est vrai que ça doit alléger énormément, la Exactement, pression ouais. de se dire: «Oh, mince, comment je fais?» et cetera, Puis ça enlève aussi le côté, comparaison. Parce que c'est souvent quand on se compare aux autres, au modèle des autres personnes que du coup, on se met encore plus de pression, d'injonction à de devoir, investir de telle façon, à peut-être se créer un patrimoine immobilier assez important mais est-ce que réellement on en a besoin? Bon, je pense qu'il y a je suis d'accord avec vous, il y a le sujet des injonctions qu'on se met, il y a le sujet des inégalités, qui je trouve dans l'accès à la propriété sont devenues vraiment terribles. Enfin, je sais plus quels sont les chiffres, mais je crois que c'est moins de 10 des gens qui achètent à Paris en primo-accédant, n'ont pas hérité. Mmh. Je dirais, il y a quand même, Mmh. dans la mesure où aujourd'hui, entre guillemets, assurer, enfin
assurer une retraite, assurer des revenus sur le long terme, s'assurer qu'on épargne tous les mois en remboursant un crédit. Mmh. En fait, c'est l'achat de la résidence principale ou l'investissement dans le locatif. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a aussi ce sujet-là où on se compare beaucoup sur des bases qui sont pas les bonnes Ouais. au départ. Ouais. Moi, je me rappelle, pour être très honnête, hein, de me dire, quand à 30 ans, de me dire c'est incroyable, je pensais pas que je gagnerais aussi bien ma vie à 30 ans. Mmh. Et de me dire waouh, mais en fait, c'est très dur parce que il faut tout faire de zéro. Alors après, nos parents nous ont donné une éducation extraordinaire, la possibilité de faire les meilleures écoles, ils nous ont poussés, Ouais. ont payé pour qu'on fasse nos études, etc. Mais derrière, ça veut dire que faut. En fait, le capital, Ouais. c'est aujourd'hui. C'est la grande inconnue, c'est la grande donnée de l'inégalité, quoi. Ouais, totalement, ouais. Les situations sont tellement, ouais, différentes. Et je reviens aussi sur un plan, c'est que moi, je me suis aussi éloignée de ce qu'on imagine aussi dans un parcours typique en tant que femme mariée, c'est-à-dire, en tout cas, un couple, une famille, sur la partie immobilière, à acheter sa résidence principale à tel âge, ensuite avoir des enfants, ensuite Ouais. peut-être investir dans une résidence secondaire ou un investissement locatif, nanana. Nous, on a fait complètement différemment. C'est-à-dire que jeune, on investit en investissement locatif alors qu'on était encore locataire. On avait donc 25 ans, mais à ce moment-là, Non, mais parfois, l'opportunité, à ces âges-là, ouais, je trouve que parfois on arbitre Mm. parce que l'opportunité se présente. exactement. Voilà, nous, on a fait un investissement pro de Mm. bureau avant Ouais, de faire la résidence principale parce que c'est ça. l'opportunité se présente. Et Ouais. moi, je trouve que quand on est jeune, c'est plus de ne pas faire appel à sa capacité d'endettement Mm. qui est dommage. Exactement, le levier de l'emprunt, ouais, mais ça, on ne conçoit pas au départ, surtout si on a eu aussi des proches qui ont pu nous dire emprunter. Ouais, ça, je me souviens que ça m'avait quand même cherché quand j'étais jeune. Pour cet investissement locatif, c'était de faire son premier prêt. Et je me souviens que mes parents, quand ils devaient être, je sais pas, à 45 ou 50 ans, je sais plus quand ils ont terminé leur prêt, mais je me souviens, petite fille, j'étais à table et ma mère a dû déboucher une bouteille, je sais pas, en disant « Ça y est, on a fini de rembourser le prêt ». Et je me suis dit oh, « Alléluia ». Enfin, je sentais que c'était un poids énorme enlevé. Oui. Et quelque part, je pense que plus tard, quand Mais je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, Ouais. c'était mal de faire un crédit. Mm. Je me disais, mais il faut pas du tout. D'ailleurs, je crois que sur notre premier investissement, on a fait un crédit, mais pro, et c'était la société qui allait Ouais. rembourser le prêt, mais on a mis du cash, quoi, parce que sinon, je me disais, non, mais je peux pas faire un crédit, c'est mal, C'est ça. c'est pas pour les gens bien. Ouais, exactement. Ouais, et puis c'est vraiment le côté peut-être aussi enfermant, en fait. Manque de liberté aussi, parce qu'on se dit, bah, ça y est, là, j'ai un sacré boulet là, sur mes épaules que je vais trimballer pendant 20 ans. En réalité, j'ai entendu ce couple d'entrepreneurs il y a pas très longtemps que j'aime beaucoup qui entreprend dans le sport. Et l'intervieweur dit alors comment vous gérez vos finances perso et il dit bah écoute notre épargne c'est le crédit qu'on rembourse tous les mois et je trouve que c'est Mm. totalement vrai. Ouais. Enfin, moi je le vois. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est ça, exactement. En fait, c'est ce que m'avait dit, je me souviens, mon mari. Il m'avait dit, vois-le comme de l'épargne forcée, effectivement. Et c'est vrai que c'était aidant, parce qu'à ce moment-là, comme j'avais pas forcément cette culture financière qui m'amenait à beaucoup épargner, j'étais plutôt à claquer dans les fringues et autres. C'est vrai que ça nous avait aidé à nous constituer un capital, effectivement. Et ensuite, on a acheté notre résidence principale, on l'a revendue, on avait fait nos premiers investissements locatifs, on revend, on achète notre RP. 3 mois plus tard, j'avais déjà envie de leur vendre, en fait, cette résidence principale. Je me dis, bah, ça y est, on a coché toutes les cases, ça y est, on a acheté. C'était en région parisienne, c'était Vous pas étiez pas bien forcément... Non. Ouais, On avait acheté ce qu'on pouvait acheter avec nos finances, hein, avec ce qui pouvait nous être octroyé en termes de crédit. Et bon, c'est une banlieue résidentielle qui était jolie, hein, quand même. Mais je me suis dit,
bah, en fait, c'est pas là où j'ai envie de vivre, en fait. J'avais pas de balcon, j'avais jamais eu de balcon depuis que j'étais petite, depuis enfant. Je me suis dit, bah, même là, je m'achète enfin mon premier appartement à moi. J'ai même pas ce que je veux. J'ai mes enfants qui veulent des escaliers. Mais oui, J'ai mais pas c'est notre ça. appartement parce que je veux des escaliers. Mais c'est ça. En fait, moi, c'était cette ouverture. Mais parce que je suis parisienne, j'étais parisienne, donc il y a aussi ce côté où moi, j'ai envie d'avoir de l'espace. Enfin, en fait, je viens d'une famille où on vivait dans un appartement, il faisait 50 mètres carrés, on était quatre et on optimisait tout l'espace. Hein, donc voilà. Donc tous nos lits étaient dans des placards, on les relevait chaque matin. Ah oui, Enfin, sympa pour avoir voilà. un peu d'espace. Donc, bref, on se débrouillait comme on pouvait, mais en même temps, c'est aussi une belle leçon de vie. Et j'avais pas ce foutu balcon, en fait, que j'avais envie d'avoir. Et quand j'ai eu donc cet appartement, je me suis dit, OK, bah, je me souviens que j'avais déjà commencé à me dire comment on va le revendre au bout de 3 mois. C'était pas le bon investissement, là. Et bref, on est quand même resté 3 ans. Et ensuite, quand on est arrivé à Lyon, on s'est dit, OK, on va refaire les choses autrement. Donc, c'est ça qui est assez curieux parce que quand on avance dans l'âge, on se dit, bon, allez, à 40, 35 ans, à ce moment-là, 2 enfants, on va continuer à rester propriétaire. Non, en fait, on a revendu, on est redevenu locataire à 35 ans et on a trouvé un très bel appartement, vraiment, enfin là, c'était mon idéal. Je me dis, ah ça y est, là, je me sens bien, je suis contente. Et à côté de ça, on a réinvesti dans le locatif, en fait. Donc, c'est pour ça que je me dis, il n'y a pas de... Enfin, à chacun à faire son chemin aussi. Il y a certaines personnes qui sont très bien à investir dans leur maison et leur résidence principale et c'est parfait. Moi, je dis que moi, de mon côté, c'était aussi chouette de me dire, moi, j'ai envie de vivre dans le lieu de mes rêves, mais peu importe le format, que ce soit le statut. Bien sûr. Ouais. Non, mais je pense qu'il faut être dans le, j'allais dire dans le plaisir, dans le désir, mais moi je vois très bien. Oui, je suis insupportable. Je suis dans ma résidence principale depuis 2018. Clairement, entre-temps, j'ai eu 3 enfants. Faudrait peut-être changer. Et j'arrête pas de dire non, mais c'est impossible de faire une plus-value. C'est un rez-de-chaussée à Paris. Non, c'est mieux qu'on reste là. Enfin, moi, j'adore mon appart. Et à contrario, on est en location sur notre résidence secondaire. Ouais. Mais ça me va très bien parce que moi qui ai grandi dans une grande maison, alors en milieu urbain, mais dans une région très campagne, Ouais. je sais ce que c'est d'entretenir une maison, je sais ce que c'est d'entretenir un jardin, je sais ce que ça suppose en coût fixe, de C'est ça. chauffage, de réparation, etc. Et je me voyais pas du tout investir, en tout cas mettre des frais fixes hyper lourds dans une résidence secondaire. Alors que depuis celui du moment où on a trouvé cette location, j'ai dit mais go, on y va, je le veux. Ouais. Et c'est vrai que ça change tout Ouais. dans la façon dont on envisage le budget. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que le calcul de la vie idéale à gagner, c'est très bien. Ça me parle, ça. C'est un très bon exercice, voilà. Et faites-le vraiment en faisant en sorte que le mental ne prenne pas de place, en fait. C'est, allez, non, là, le mental, c'est-à-dire, j'enlève toutes ces peurs et ce côté, non, mais arrête de rêver. Non, c'est, là, on se... Je déteste cette phrase. Ne rêve pas ta vie, je déteste. Si, mais si en fait, si on rêve pas, il Ouais, n'y a pas de... exactement, ouais. Ce que je dis à ma fille qui a 4 ans, me regarde les escaliers, je lui dis, pas de problème, dis, mais on n'a toujours pas d'escalier. N'arrête pas de rêver, chérie. C'est ça. Il va venir. Je vais te passer une échelle en attendant. J'ai trouvé ça très drôle. Elle a dit ça à ses grands-parents. Elle a dit, j'aime pas notre appartement, il n'y a pas d'escalier. Choquée. Plus grande, tu l'auras. Mais là, on peut déjà te faire un petit escalier ou Je me suis dit, une mezzanine. je vais faire une échelle. C'est ça. C'est très très drôle. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu du moment précis où vous avez compris que l'argent, ça allait devenir un sujet central dans votre vie, mais plus une contrainte? Je me souviens pas d'un moment précis. Je pense que la question, c'est vraiment de voir l'argent comme un allié, c'est ça? Oui. À quel moment vous vous êtes dit, c'est l'argent et moi, on travaille ensemble, quoi. Je pense que c'est quand j'ai lancé mon blog, en fait. Ouais, nouveau tournant, justement. Et je me souviens qu'à l'époque, je regarde une vidéo de Simon Sinek, le fameux. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, Simon Sinek. Oui, et la puissance du pourquoi. Ah, et
parce que je réfléchissais sur mon positionnement à l'époque, hein, sur la partie entrepreneuriale. Et quand j'ai creusé, vraiment creusé le pourquoi, je me suis dit, bah voilà, moi, ce que j'ai à cœur, c'est d'aider les femmes dans cette autonomie financière. Et je pense que c'est vraiment venu à partir de là, d'accompagner les femmes, de faire en sorte que l'argent ne soit plus un problème, mais plutôt une belle ressource, en fait, pour nos projets de vie, pour nos projets de cœur. Et moi, y compris, évidemment, en fait. Je me suis intégrée dans la boucle, j'ai partagé mes échecs, mes succès aussi au fur et à mesure de mes expérimentations. Je pense que ce qui m'a aidée aussi, c'est le côté diversification. Je me suis toujours passionnée par... alors, j'ai un profil à m'intéresser à beaucoup de choses, multicasquettes, on va dire ça. Je pense que beaucoup de personnes le sont, en fait, au final. Et quand on aime se former et tester, expérimenter, ben, je me suis dit, tiens, les finances, mais c'est ça, en fait, ça peut être aussi un vaste terrain de jeu. Et oui, il y a la partie immobilier, mais l'immobilier, ça peut se faire sous plein de formes aussi. Il n'y a pas que l'immobilier pierre, par exemple, il y a aussi le papier, notamment. Il y a la sous-location. Il y a l'échange d'appartements, ça c'est pas un investissement, mais l'échange d'appartements, on peut tester. Exactement. Enfin, et sur la partie, il y a des placements insolites. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais fait des études de cas sur investir dans des Legos, investir dans du rhum. Enfin, en fait, il y a je trouve qu'il y a plein de choses à expérimenter. À partir de là, j'ai vraiment pris plaisir aussi pour me dire, on peut vraiment s'amuser et ouais. Je sais pas si c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont multicurieux ou multi-intéressés. C'est plutôt qu'aujourd'hui, on a accès à tellement de choses que c'est bizarre de ne pas l'être, en réalité. C'est vrai. Ça nous amène à faire vite plein de connexions, plein de passerelles, en fait, avec plein de domaines qui peuvent être passionnants. Hein. Après, je trouve que ça, effectivement, les profils qui sont niches et qui se spécialisent ont d'autant plus de valeur aujourd'hui, mais c'est... Pour le coup, non, mais c'est vraiment passionnant. Je me souviens aussi, il y a la partie or, les métaux précieux, qui est venue aussi beaucoup m'intéresser. En fait, j'ai un profil d'historienne à la base. Et quand je me suis plongée sur la partie métaux précieux, mais là aussi, je l'avais fait au départ pour mes lecteurs du blog, pour me dire, bon, tiens, étude de cas, investir dans des métaux précieux. Et en le faisant, je me suis dit, mais toi qui es historienne, tu peux vraiment trouver du sens aussi à investir dans des pièces Napoléon. Je me souviens que la première fois que j'ai acheté une pièce Napoléon, ma première pièce, j'étais tellement heureuse que j'ai même enlevé comment on appelle ça, le sachet qui... non, mais fallait pas le faire, mais j'ai su qu'après coup. Mais moi, et après coup, même, je me suis dit, c'est pas grave, en fait, j'étais tellement heureuse de toucher cette pièce. C'est le côté touché, en fait, parce que sinon, moi, le voir derrière un sachet, ça n'a aucun sens, en fait. Donc... Enfin, on devrait faire un épisode sur les métaux précieux. J'ai jamais fait... J'ai jamais encore fait sur les sujets là, alors que le cours de l'or en ce moment, on devrait y passer un plus de temps. Ouais, puis on peut investir pas forcément que dans des pièces aussi, donc plein de façons d'investir dans l'or et aussi d'y trouver du sens, ou d'autres personnes n'y trouveront pas de sens aussi, hein. Attention, c'est pour ça il faut explorer. Ouais. Je regarde un peu notre timing, savoir si... Ah, oui. Avant de passer à votre profil d'investisseur, qui sont les dernières questions du podcast, mais qui prennent un peu de temps quand même, j'avais envie de vous demander si une femme écoute cet épisode et qu'elle ne change qu'une seule décision financière dans les 12 prochains mois, quelle décision pourrait vraiment changer sa vie dans 10 ans? Vous avez 2 heures. J'ai jamais été bonne dans les dissertations, puis page blanche en fait, en mode là, moi ça me perturbe. Moi, je pense que la meilleure décision, c'est de se former. Ça paraît lambda, mais c'est tellement ça, en fait. C'est se former et se former auprès d'une personne, évidemment, de confiance, passionnante, en fait. Hein. Une personne avec qui on partage les mêmes valeurs et qui sait rendre
de prime abord un sujet qui peut nous sembler barbant, mais qui rend le sujet passionnant. Et je connais tellement de personnes passionnantes, en fait, Ouais. enfin, dans tous les domaines, et même pour certaines classes d'actifs, c'est pareil. Donc, trouver quelqu'un qui vous passionne, qui vous accompagne, qui vous forme, peu importe le format, mais peu importe, mais en tout cas, vous vous formiez. Pour moi, ça a un impact ensuite sur 10, 15, 20 ans, 30 ans, en fait, parce que du coup, forcément, on voit les choses autrement et surtout, on agit différemment. Ouais. Et ça change tout. Et ça change tout. Et en plus, on peut le répercuter sur ses proches. On peut le répercuter ensuite, le transmettre, si on a cet élan de le transmettre auprès de nos enfants. Et même, et ça, moi, ça m'est arrivé, et ça, je m'y attendais vraiment pas, pour ses parents. Parce que forcément, comme soi-même, en fait, on change, on parle différemment, on entreprend différemment, même sans être entrepreneur, mais entreprendre différemment avec ses finances. Notre entourage commence à le sentir, commence à sentir qu'on prend confiance en nous. Et s'ils sont demandeurs, uniquement s'ils le sont, à ce moment-là, ça peut aussi avoir un impact sur aussi nos parents. Ok. Mm. Très bien. On va passer aux petites questions du profil investisseur. Mhm. Si vous deviez refaire des choix d'investissement à 20 ans ou à 30 ans, qu'est-ce que vous feriez différemment? Je vais repenser à la Christelle qui avait 20 ans. Elle n'avait pas encore investi en immobilier parce que ça a intervenu à 5 ans plus tard. Mais c'était le moment où j'ai eu mon livret A, en fait, qui m'a été légué par ma grand-mère, qui l'avait ouvert à ma naissance. Pour moi, c'était hautement symbolique, peu importe Bien le sûr. chiffre qu'il y avait. Pour moi, c'était C'était milieu très modeste, en fait, hein. Donc, pour moi, c'était une vie où ma grand-mère a pu mettre régulièrement, patiemment, de l'argent malgré un salaire extrêmement bas. Donc pour moi, le geste était tellement important. Et donc quand elle me l'a légué, donc je devais peut-être avoir 20 ans à peu près, ça a été fort. Et maintenant, si je devais refaire les choses, c'est que ce livret A, plutôt que de le vider, enfin je l'ai quand même utilisé pour mon emménagement, mais j'ai fait les calculs là récemment et je crois que j'avais peut-être dû avoir à peu près 7 000 € à l'époque. Alors c'était en francs, mais on va parler en euros, 7 000 €. Eh bien, si je l'avais placé autrement en bourse, j'ai fait une simulation, hein, sur du S&P 500, histoire de me faire mal, mais des fois, c'est aussi comme ça qu'en fait, on a des déclics, en fait. J'adore comment Christelle parle de femmes, d'entrepreneuriat, et puis d'un coup, puis sur du S&P 500 pour me faire mal. On rentre dans le vif du sujet. Ouais, voilà. Bon, bourse américaine, allez, on va... Donc, Ok. je place en tout cas différemment, plus activement, plus dynamiquement. J'ai fait les calculs et là, j'aurais été à ce jour, alors ça paraît pas énorme non plus, mais à 43 000 en fait. Si, pour entre 7 et 43, si. C'est quand même... Mais ouais, sur un espace-temps quand même de 20 ans à peu près. Oui, mais Donc, c'est le temps. mm. Sur les placements boursiers, il faut qu'on le dise. Ouais. 26 ans même, ouais. 20 ans, c'est le minimum. Ouais, exactement, ouais, totalement. Donc, C'est avant de... Enfin, bref. ouais. Vous savez Oui, dire mieux que moi, oui, mais... totalement. On le voit sur du long terme. Donc, passer du 7 à du 43, et en plus sans versement. J'ai fait le calcul assez simplement et sans tenir compte que potentiellement, durant toute cette phase, j'aurais pu aussi abonder chaque mois, etc. Et voilà, et pour moi, ça aurait été ça, en fait. L'action différente, c'était au-delà d'avoir un filet de sécurité, c'est d'être dans une dynamique d'activer plus rapidement le levier boursier. Ça, c'est vraiment le truc que je ferais. Ouais. Et j'ai des ados et je leur indique déjà comment faire, hein. C'est vrai. Ah ouais. Comment vous faites avec vos enfants? Alors, j'ai une fille et un garçon. Attention, c'est différent. C'est différent, voilà. C'est quand même dingue, hein. C'est incroyable. Et effectivement, avec ma fille, alors je vais le lui transmettre. D'ailleurs, le livre que j'ai fait, je l'ai beaucoup écrit pour elle, pour que ça soit une transmission en termes... Mais quand elle le voudra aussi, parce que je n'ai pas forcément envie de lui dire eh, « Maintenant, c'est ton livre de chevet, tu as intérêt à le lire et je te déconnecte des réseaux sociaux ». Je pense que ça va être assez compliqué à vivre pour elle. Oui. Mais bon, peu importe. En tout cas, c'est une transmission sous cette forme-là. Voilà, pour le moment, elle s'y intéresse pas forcément. Elle a de l'argent de poche, elle est plutôt sur le côté dépenses. Mon fils, je vois vraiment la différence. Il y a vraiment ce côté, j'entreprends, je crée, je lui ai parlé de la bourse.
ils se passionnent totalement. Enfin, donc voilà, je vois la différence pour le moment, mais ils n'ont pas encore la majorité, donc voilà, je laisse aussi le temps venir. Ce qui est important en tout cas, c'est j'essaye, je fais du mieux que je peux pour pas leur montrer tout ce qu'on peut avoir comme peur par rapport à l'argent, notamment la peur du manque. Je pense que ça, c'est déjà le plus important. Et si jamais on ne peut pas faire tel ou tel voyage ou telle dépense, c'est effectivement savoir l'expliquer, mais sans injecter derrière ce côté, on ne le fait pas parce que j'ai trop peur qu'on n'arrive pas plus tard à payer telle ou telle course, en fait. C'est plutôt, voilà, enlever en tout cas, rationaliser les choses, mais pas leur transmettre nos peurs d'adultes. Ça, c'est important. Ah oui, ça m'angoisse la phrase on n'a plus de sous. Et qui est une petite phrase, c'est qu'on entend beaucoup au manège. Quand on emmène ses enfants au manège, on dit non, non, on fait plus de tours parce qu'on n'a plus de sous. Et je suis toujours là, non, moi je dirais jamais ça. Ouais. Je dis en revanche, c'est un tour. Ouais, C'est c'est un ça. tour et c'est comme ça. Ouais. Et peut-être que demain, ce sera 2 tours parce que vous avez été beaucoup plus sage, que vous avez fait des trucs dans la maison, etc. Mais dire non, on n'a plus de sous, en Ouais. fait, ça m'angoisse vachement. Ouais. Et pour le coup, moi, c'est un truc que mes parents n'ont jamais dit. Enfin, ils étaient toujours très rassurants de ce côté-là, enfin, très sécurisants. On n'a jamais parlé d'argent, mais on se sentait vachement en sécurité. Ouais. Et je trouvais ça. Alors, c'est important, je pense, de savoir compter. Ma fille de 3 ans a voulu se payer son premier manège avant-hier. Elle a attendu sa pièce de 2 euros. Le mec lui a quand même dit c'est 3 euros. Je dis, mec, elle a 3 ans. Je sais pas, forcément sympa, elle est quand même ultra mignonne. En toute objectivité. L'inflation sur le taux du manège. C'est pas possible. Incroyable. C'est 3 euros. C'est pris. Mais je suis hyper d'accord avec vous sur ce truc-là. Ne pas créer de l'angoisse. Ouais, de l'angoisse. Mais quand je dis ça, c'est pas forcément évident, évidemment, hein, mais c'est en tout cas d'avoir cette conscience que la plupart de nos blocages, en fait, on l'hérite de notre enfance. On l'hérite de nos parents, de nos aïeux aussi, de nos grands-parents. C'est des choses qui se transmettent souvent inconsciemment. Et on pouvait avoir des personnes soit qui étaient profils très accumulateurs et ne voulaient pas tout dépenser, ou d'autres personnes qui ont pu peut-être dilapider en fait l'héritage de la famille. Donc là, ensuite, en adulte, on se construit avec voilà, ce qu'on nous a légué. Et je pense que c'est vraiment important d'en prendre compte et de travailler aussi sur soi par rapport à ces croyances en fait qu'on a et qu'on évite de léguer aux autres du coup. Ouais, non, c'est ça. Il y a ne pas créer de peur et d'angoisse et en même temps créer de l'intérêt pour compter quand même et se dire il Exactement. faut pas non plus ne pas y penser. Ouais. Par exemple, j'associe mes enfants sur la partie investissement immobilier. Actuellement, je gère colocation et location courte durée, Airbnb. Et ça m'est arrivé, alors je le fais pas tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé de faire venir mes enfants pour leur montrer comment ça se passe. J'ai même sollicité à un moment donné ma fille pour du ménage, en fait, histoire de l'intégrer, de lui montrer aussi. Et je trouve que c'est intéressant aussi de les associer à nos investissements pour que ça soit aussi tangible, en fait, concret. Et pourquoi on le fait aussi, d'ailleurs. Pourquoi on le fait. Bien sûr, moi je trouve que c'est très... ça rend les choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus simples. Exactement, ouais. Ouais, et se dire, et puis ça permet de poser les bases, quitte à les aider dans leur premier investissement C'est ça. à 20 ans. Ouais. Non, je trouve que c'est super. Est-ce qu'il y a une règle que vous vous imposez dans vos investissements? Ah oui, la règle première, c'est ne pas toucher à mon filet de sécurité. Et là, c'est vraiment d'avoir une épargne de précaution. Et si je dois plus investir de façon sur des supports plus dynamiques, ok, mais je m'assure quand même que mon filet de sécurité soit bien là, en fait. Pas puiser sur mon filet de sécurité, enfin, que ça soit assez compartimenté, en fait. Voilà. De façon à ce que ça me sécurise. Je veux dire, il y a un côté filet de sécurité, épargne de précaution, et de l'autre, le côté, ok, dynamique. Mais Oui, c'est la condition sine qua non, en fait. Ouais. Mais qui est important. C'est vrai que les gens n'ont pas forcément conscience de ça. Ouais. Sachant que le filet de sécurité, généralement, ce qu'on explique, c'est que c'est 3 mois les charges fixes. Ça dépend. En fait, psychologiquement, ça dépend. Ouais, ça dépend de chacun, ouais. Souvent, j'invite mes clientes à se poser la question, pendant combien de temps
tu as envie d'avoir devant toi sans avoir de ressources financières? Alors c'est une question qui peut être assez challengeante, encore plus challengeante quand on est du monde salarial où on se dit: «Mais de toute façon, j'ai toujours mon salaire» ou alors, sinon après il y a les aides, il y a le chômage et sinon il y a le RSA, enfin et c'est vrai qu'on est dans un pays où on a quand même beaucoup d'aides. Mais si on est dans un Sur les salariés, oui. ouais, sur la salariée. Mais si justement on est dans un monde où on n'a aucune aide, OK, donc pendant combien de temps j'ai envie de voir venir, en fait? Oui, c'est marrant parce que moi, vous posez la question, j'ai la réponse. C'est combien? 6 mois. OK, voilà. Je Ouais, sais quoi. ouais, Mais parce que je pense qu'on est dans cette, ouais, voilà. ouais, Et c'est très bien de la poser comme ça, en disant de combien de temps j'ai envie de voir, ouais, ouais, je sais que c'est 6 mois c'est 6 mois. et Je sais c'est ouais. que serait le maximum ou Mmh. sans activité. Moi, je sais que c'est vraiment là, je le vois à chaque fois, j'ai un blanc quand je pose la question. C'est vrai? Ah ouais mais parce qu'elles ont besoin forcément de prendre le temps de réfléchir. Non, 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 pas pour moi, mais pour, les personnes à qui je pose cette question, pour les guider sur, ensuite sur ce qu'elles ont besoin de mettre de côté vraiment en filet de sécurité. Parce que, j'amène toujours mes clientes aussi à s'interroger sur leur, profil, sur leur identité financière, sur le côté archétype financier. En fait, il en existe 8 archétypes financiers. Ça vient des États-Unis, d'une coach américaine dont j'ai oublié le nom, mais vous le retrouverez sur Internet. Et parmi l'un des archétypes dominants, c'est l'archétype accumulatrice. Ça, c'est vraiment, quand je fais faire le test à mes clientes, à chaque fois, c'est accumulatrice qui revient dans le trio de tête. Après, il y a d'autres archétypes comme romantique, comme célébrité, nourricière aussi, qui revient très souvent nourricière. Bref, mais en tout cas, l'archétype accumulatrice, elle revient à chaque fois. Je pense qu'en France, effectivement, on a vraiment un profil, et d'ailleurs les études le montrent, les chiffres le montrent, on a vraiment cette capacité à beaucoup épargner, Oui. des gros épargnants sur notamment le livret A. Mais justement, cette suraccumulation, après, ne nous permet pas de créer de la richesse. Parce qu'on va être tellement dans la rétention, c'est très antinomique, on ne peut pas être à la fois dans la rétention, l'accumulation, et à la fois dans le côté expansion financière. C'est pas possible, en fait, d'allier les deux. Donc moi, je leur pose cette question pour les aider à évaluer ce dont elles ont réellement besoin en épargne de sécurité, mais pour les éviter aussi d'être dans le côté trop accumulatrice qui va les freiner par la suite sur des côtés investissement, voilà, tout simplement. Ouais. Hyper intéressant. On parlait de formation, pour, des femmes qui souhaiteraient se former. Qu'est-ce que vous conseillez comme ressources? Hem, Bien, je dirais, un certain nombre de livres, en fait. Il en existe beaucoup, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, alors là, c'est plus sur la psychologie. C'était la psychologie de l'argent. Je suis très nulle pour retenir les noms. Oui, il y en a, c'est celui qui est écrit par un Français, La psychologie de l'argent? Non, c'est pas un Français, je crois que c'est un Américain, mais je me souviens plus. Bah, écoutez, attendez, je sais que j'en ai un qui s'appelle comme ça dans mon Kindle. Je vais essayer de nous retrouver le nom. Et sinon, il y a un certain nombre de livres, notamment, alors sur la partie éducation financière de Mathias Bassino, Ah oui, de Trade Republic, ouais. Voilà, il en existe pas mal. Après, si c'est sur la partie, entrepreneuriat, bon, j'ai mon livre évidemment, je vais faire la promo, Argent et entrepreneuriat au féminin, puisque je parle à la fois des finances perso et des finances pro aussi, d'arriver à lier les deux et à nous permettre d'évoluer dans notre entreprise, mais en se sentant en sécurité intérieure, en travaillant notamment sur ces blocages, ça j'en reparle, et en sécurité aussi matérielle par la diversification de revenus. Voilà. OK. Il y en a beaucoup des psychologies de l'argent. Ouais. En plus, j'ai l'image et la couverture en tête, mais là, j'arrive plus à retrouver. C'est pas grave. Ouais, ouais. Après, moi, je suis plutôt préférée, en dehors des livres, plutôt alors, parce que moi-même, en fait, c'est comme ça aussi que j'ai évolué, que je me suis formée, c'est d'intégrer des accompagnements, parce que et je parle pas que de moi, hein, de ma paroisse, c'est aussi parce que je trouve que c'est plus facile d'évoluer avec quelqu'un ou des personnes, en tout cas, qui sont déjà passées par là, qui ont des vrais retours d'expérience, des vrais feedbacks. Et on se sent aussi quelque part
motivé en fait à avancer parce que c'est pas forcément évident de le faire en fait dans son quotidien. On est vite rattrapé par plein de choses et encore une fois aussi par ses croyances et voilà, de s'entourer en tout cas de personnes avec qui, comme je disais tout à l'heure, on partage les mêmes valeurs, c'est plus facile. On va faire comme les Américaines, vous savez, qui se lancent dans des trucs très glamour. Maintenant, elles ont essayé de glamouriser ils appellent ça les admin nights. Je sais pas si vous Je avez connais entendu pas, parler de ça. non. En gros, verre de vin entre copines. Alors début janvier, on fait un vision board. Ah oui. Ouais. Et le reste de l'année, une fois par mois, on se fait une petite teuf, on fait un petit verre de vin et on gère tous les problèmes administratifs. Et en Ouais. fait, je trouve ça vraiment Oui, pas mal. c'est pas mal, ouais. Je trouve ça Ouais, vraiment pas mal. Et je c'est me suis vrai. dit que j'allais programmer ça. Ouais, c'est toujours plus motivant de s'entourer que de le faire seul, en fait, hein. Je me suis dit que j'allais le faire. On est en mars là. En avril, vous savez, pour préparer avant les impôts. Ouais. Non, mais on fait un vrai truc sympa. C'est vrai. C'est vrai, sur les périodes, ah ouais. C'est Mais pas je vous mal. enverrai une invitation. Ouais. On se fait une petite soirée. J'avais fait, ça me rappelle, c'était en 2023. Alors, je précise que je ne le fais plus pour le moment, mais j'avais fait des week-ends éducation financière. Ah, sympa. Et c'était super chouette. Ça alliait à la fois le côté formation, donc voilà, transmission, formation, sur toute la partie notamment investissement. Mais il y avait aussi le côté expérientiel. Donc je les ai fait sortir dehors. On avait fait une sorte d'escape game en fait dans Lyon, avec des énigmes que j'avais établies, qui étaient aussi en lien avec les finances, mais qui nous permettaient de découvrir la ville de Lyon. Voilà, il y a le côté aussi, encore une fois, on peut mettre du fun en fait, du jeu, encore une fois, dans un domaine qui, pour jusque-là, pouvait me paraître assez trop lointain, quoi. Ok. Peut-être une dernière question pour la route. Dans quoi est-ce que vous avez envie d'investir aujourd'hui? En fait, j'ai investi dans plein de domaines. Là, je suis plutôt en train de me refocaliser, plutôt éviter la dispersion, mais plutôt voilà, me recentrer. Je dirais à la rigueur, il y a quand même un domaine dans lequel j'ai pas vraiment investi jusqu'alors, ou en tout cas pas de façon directe, c'est les SCPI. Tout ce qui est immobilier. Oui, alors sur le coup, on va dire, oh là, ça n'a pas l'air intéressant. Attendez, pardonnez-moi. Christelle. J'aurais préféré qu'on me dise d'investir dans les Lego, mais non. Non, moi, je suis très d'accord avec vous. Il faut en trouver une qui soit bien. Voilà, Nous, c'est ça. On distribue des SCPI. Il y en a, je sais pas, il y en a 150 sur le marché français. On en distribue 3. Ouais. C'est pas... Ouais. Faut choisir. Ouais, quoi. faut choisir, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, mais voilà, mais en fait, pour moi, je trouve que c'est hyper agréable quand on comprend, encore une fois, qu'on a une nouvelle grille de lecture sur tout ce qui se joue dans différents domaines d'investissement, à partir de là, de commencer à dire, OK, comment maintenant, les SCPI, j'ai déjà investi, mais via des assurances vie, en gestion pilotée. Là, c'est vraiment prendre les placements en gestion libre, en gestion directe, et d'investir consciencieusement, en conscience vraiment, sur tel type de placement. Et l'immobilier, je suis plutôt maintenant, en tout cas dans une phase où j'ai beaucoup investi dans l'immobilier pierre, directement, activement, sans délégation. Et maintenant, là, je suis plus, en ce moment, en tout cas, dans cette période, à m'intéresser à la pierre papier. Bien sûr. En gestion directe, enfin en investissement directement. Non, mais moi, je vends totalement. Et typiquement, dans les SCPI qu'on distribue, j'en ai une qui notamment s'appelle qui s'appelle Kianéos Pierre, qui est assez, qui est petite, hein, qui est toute petite, mais enfin petite, c'est pas vrai. Jérémy, pardon, mais qui est des très belles SCPI qui rénovent des biens avec toutes les notions d'impact et de SG en tête, et avec comme primauté le respect du locataire. Et donc, ça suppose pour eux d'être ultra local. Le dirigeant est un ayatollah des matériaux durables, c'est-à-dire qu'il refuse tout label. Il se fait ses labels, il se fait ses sélections. Et c'est très engagé. Donc, moi, je trouve que ça fait partie des bons produits en gestion libre, parce que soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Exactement. Ouais. Et c'est vraiment... On parlait de leadership financier, c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que là, on choisit encore une fois avec nos critères, on sait sur quoi. On n'a plus cette impression en fait d'avancer dans un côté très flou ou que d'autres personnes essayent de nous convaincre aussi avec leurs arguments. C'est OK, moi je décide, je vois, je comprends et ensuite j'agis. Et voilà, il y a vraiment ce côté, on prend les choses en main. C'est l'empowerment. Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'on a fait le tour? Christelle, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire que Oh, je vous ai pas demandé? je pense que on a. Je sais bien cuisiner. Ouais, Je suis contente d'être venue. ouais, mais non, mais je suis très contente parce que pour moi, c'est parler de finances aussi en toute authenticité, de façon vraiment transparente et Ah, c'est très naturel. un parcours, voilà, un vrai parcours de vie aussi. Et c'est ce que j'avais envie. Et surtout, c'est de donner envie aux femmes de elles-mêmes, en fait, d'investir, voilà, et de comprendre que c'est possible, c'est accessible à tout le monde, en fait, hein, et même à encore une fois, petite dose. Donc, Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir merci. partagé tout ça avec nous. C'est un super moment. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Comme je vais me faire fâcher si je vous le demande pas, pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à vous abonner sur Spotify. Dans tous les cas, je martèle chaque nouvel épisode dans la newsletter du dimanche, la chronique hebdo que je publie chaque semaine sur Anaxago. Encore merci Christelle, je passe un super moment. Moi aussi. Et bonne chance pour l'apparition du livre. Je mettrai le lien pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés pour le commander. Puis j'en reparlerai dans la newsletter au moment de la sortie. À très bientôt sur l'Argent Compté.